vous pouviez rapporter à la maison, vous me disiez, parfois, en 3 mois, à peu près 90 000 francs à la maison, ce qui était une somme colossale pour un gamin de 12-13 ans. Je n'enjolive pas du tout. Hein, parce que je compte, on avait gagné, je dis on, parce qu'on est... Vous étiez un groupe? Non, j'étais avec ma maman. Oui, c'était une petite entreprise familiale. 1100 francs. Votre maman, qui ne voulait pas vous envoyer, commence à y voir un petit intérêt, vous m'avez dit. Comment ça s'est passé? Elle vous a demandé d'y aller, d'y retourner, et finalement, ce plaisir que vous aviez est devenu une contrainte à un moment. Vraiment, parce que voilà, j'étais tellement passionné de spectacle, et puis finalement, c'est vrai qu'il y avait un intérêt hyper lucratif. C'est une période où ma maman, elle était malade. Elle était soignée pour un cancer, et c'est vrai que cet argent qui est arrivé un petit peu inopinément a fait que dans sa tête, elle avait besoin de se changer un petit peu les idées, donc j'en ai peu profité. Ouais. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver dans la maison des Formidables avec ce matin, une fois n'est pas coutume, un chroniqueur bien habitué de Vous êtes Formidable qui devient notre invité parce qu'il a une actualité, un nouveau spectacle intitulé Illusion. Voici notre magicien attitré, Éric Leblond, suivi de Julien Mamelli. Bonjour. Apparition. Comment ça va? Ça va très bien. Apparition de deux magiciens sur ce plateau. Comment ça va, Éric? Super, quand je suis avec vous. Voilà, on était ensemble hier pour une émission où vous avez fait un très joli tour. Merci. Et on est là aujourd'hui avec notre invité principal, parce qu'on va découvrir le parcours de notre invité, qui est assez étonnant, ce parcours, qui commence dans la rue, on le verra, très jeune, à 11 ans. Mais juste avant, présentez-nous la personne qui est avec vous là. Julien, c'est un collègue et ami, parce qu'on s'est découvert, on a travaillé ensemble sur des plateaux d'artistes, d'humour. Ouais. Marco Paolo, que vous avez reçu ici. Oui. Et voilà, on a sympathisé, et puis il va vous raconter, parce qu'il a plein de choses à dire. Julien qui est hypnotiseur de talent, mais vraiment, avec et de spectacle. Un bon esprit. Et de spectacle. Voilà, parce que Julien, vous avez été hypnothérapeute pendant un temps, et vous avez basculé à 100% dans le domaine artistique. J'étais hypnothérapeute pendant quelques années où je recevais des gens pour traiter de certains problèmes, cigarettes, poids, etc. Et j'ai basculé dans l'hypnose de spectacle. Parce que l'hypnose de spectacle, c'est beaucoup plus d'émotions positives et l'hypnothérapie, c'est énormément d'émotions négatives. À la fin de la journée, j'étais vraiment très fatigué. Alors qu'en spectacle, on fait le plein d'énergie positive, c'est que du bonheur. Voilà, et on va découvrir ce spectacle puisque c'est votre actualité à tous les deux. Ça s'appelle Illusion. Vous n'êtes pas seul sur scène, vous êtes en compagnie de Patrick Torres, qui est le troisième magicien. Lui, il est plutôt mentaliste, c'est Exactement. Ça voilà, on aura l'occasion de voir tout à l'heure une bande-annonce. Et vous êtes sur l'affiche également avec Alain, le personnage Alain qui est en bas, qui lui est le monsieur loyal de ce spectacle. Juste avant de parler du spectacle et de l'actualité, Éric, on va découvrir votre parcours. On va parler, pour commencer, de votre enfance, avec cette première photo pour débuter. Sur cette photo, on vous voit en compagnie de votre maman, vous êtes sur les genoux de votre maman, et le petit clown, là, c'est vous. C'est moi. Ça me fait toujours quelque chose quand je vois cette photo, parce que c'est vraiment le départ de quelque chose dont j'étais absolument pas conscient, mais Vous êtes déjà un peu un enfant du spectacle. Là, vous avez quel âge là sur cette photo? Je dois avoir 5-6 ans. Et vous savez déjà, en tout cas, vous avez déjà des envies de chanter, de danser, de vous déguiser Mais carrément. Parce qu'à l'époque, déjà, on me mettait sur la table pour les repas de famille où je chantais Quoi ma gueule, vous savez, de Johnny Hallyday, parce que c'était en 82, c'était la sortie de la chanson, et j'étais fou de ça, de spectacle déjà. Et il chantait. Et le brin de voix, vous l'avez toujours, parce que dans un spectacle, je l'ai vous beaucoup chantez. perdu. Et là, je reprends des cours de chant parce que j'aime bien ça. Mais... quelques années vont passer entre cette photo et le moment où vous allez vraiment commencer à avoir une envie artistique, et cette envie, c'est de devenir automate. Vous savez, comme on voit parfois dans la rue. Et vous nous avez envoyé des images. Alors, c'est vraiment dans son jus, pris par un caméscope en 1990. Vous avez 11 ans et déjà, l'artiste est là. Ça a changé beaucoup de choses dans votre vie, ces premiers pas d'automate? Mais je suis ému en fait encore. Mais oui, parce que c'est le début du moment où je me suis autorisé à faire du spectacle, à descendre dans la rue.
Ma mère n'était pas d'accord parce qu'elle ne pensait pas que j'en étais capable. Et d'avoir un public qui m'applaudit. Et en plus, je passais avec mon chapeau et qui me donnait de l'argent pour quelque chose qui me faisait tellement plaisir à faire. Ouais, de l'argent, et on va voir beaucoup d'argent. Derrière cette automate, il y a une vraie histoire. Au départ, votre maman n'est pas d'accord, vous le dites, parce que déjà que vous sortiez le soir faire l'automate, bon, elle vous en sentait pas capable, mais au-delà de ça, peut-être, elle se dit que c'était pas votre place. Vous avez réussi à la convaincre. Elle n'a pas eu le choix. Elle n'a pas eu le choix. Non. Et quand vous faites l'automate, vous pouviez gagner à l'époque, c'était en francs, combien dans une soirée ? Le premier soir, je me souviens, parce que c'est quand même une grosse somme, si on la compare aujourd'hui, on avait gagné, je dis on, parce qu'on est... Vous étiez un groupe ? Non, j'étais avec ma maman. Oui, c'était une petite entreprise familiale. 1100 francs. Ouais. Et ça équivaut, on m'a fait un petit peu le 350, 400 oui, aujourd'hui. Actuellement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 150 €, on va dire, correspondent à 1000 francs, mais 1000 francs de l'époque, c'est plutôt 350 € aujourd'hui. Au départ, votre maman, qui ne voulait pas vous envoyer, commence à y voir un petit intérêt, vous m'avez dit. Comment ça s'est passé ? Elle vous a demandé d'y aller, d'y retourner, et finalement, ce plaisir que vous aviez est devenu une contrainte à un moment. Vraiment, parce que voilà, j'étais tellement passionné de spectacle, et puis finalement, c'est vrai qu'il y avait un intérêt hyper lucratif. C'est une période où ma maman, elle était malade. Voilà, elle était soignée pour un cancer, et c'est vrai que cet argent qui est arrivé un petit peu inopinément a fait que dans sa tête, elle avait besoin de se changer un petit peu les idées, donc j'en ai peu profité. Oui, elle avait besoin de changer les idées parce qu'elle était un peu joueuse. Oui, elle aimait bien ça. Ça lui permettait aussi d'oublier sa maladie, d'oublier pas mal de choses dans sa vie qui étaient assez tristes, qu'aujourd'hui je comprends, mais c'est vrai que quand on a 11 ans et qu'on se retrouve un petit peu, on va le dire, à demi-mot obligé de... Oui. Voilà. Et donc, vous avez fait ça pendant toutes les vacances scolaires, 7 jours sur 7, pendant combien d'années ? Presque 10 ans. Presque 10 ans. Vous pouviez rapporter à la maison, vous me disiez, parfois, en 3 mois, à peu près 90 000 francs à la maison, ce qui était une somme colossale pour un gamin de 12 ans. Je n'enjolive pas du tout. Parce que c'est moi qui comptais mon argent avec maman, donc les pièces, les rouleaux et tout. Et puis à l'époque, on était un peu plus libérés pour mettre de l'espèce sur les comptes en banque. Mais qui partait aussi très rapidement. Donc, voilà, et vous n'en avez pas beaucoup profité, vous, de cet argent. Très, très peu. Et il y avait cet aspect contrainte. Donc depuis, vous me dites, les contraintes, je n'en veux plus. J'en ai plus voulu. Dès que j'ai pu dire à maman, maintenant c'est pour moi, quand je suis revenu de l'armée, j'ai été libéré de mes obligations, j'ai été libéré psychologiquement. Ça a été dur un peu au départ. Et puis en fait, je voulais plus de contraintes. Alors dès que je me sentais obligé à faire quelque chose, c'était non. Donc j'ai une période de oisiveté pendant quelques années. Et c'est vrai que quelque part, j'aurais pu avancer différemment. Je ne sais pas mieux ou pire, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai voulu. Voilà. Je ne le regrette pas. Mais j'ai pris mon temps. Oui, vous avez pris votre temps. Tiens, en parlant d'oisiveté, l'école, c'était un peu contraignant ? Quel genre d'élève vous étiez ? Ah non, pas du... Alors pour moi, c'était pas contraignant. J'y allais pour les filles et j'allais pour faire mes sketchs, mes imitations. Mais tous mes potes d'enfance le savent. Hein. Quand j'entends des grands comiques parler, j'ai évidemment vécu ça. C'est-à-dire que moi, mon premier public, c'était mes potes à l'école. Donc j'imitais les profs. Mais vraiment, chaque fin d'année ou avant les vacances, allez, va au tableau. Et là, j'avais noté pendant toute la saison, tu vois, les défauts des uns et des autres. Et là, c'est... Julien, ça vous parle un peu ? Vous étiez ce genre d'élève-là ou beaucoup plus sage ? Alors moi, j'étais très sage, très assidu. Ça m'étonne pas du tout. C'est vrai que toi, tu es un peu la folie dans notre spectacle. Moi, je suis peut-être celui qui est un peu plus carré. Ah ouais, mais c'est bien, c'est hyper complémentaire. C'est hyper complémentaire, c'est pour ça qu'on s'entend super bien. En parlant de contraintes, un peu plus tard dans votre parcours, vous allez vous astreindre à devenir, ce que vous dites, une bête à concours. Une bête de concours, ça veut dire beaucoup de contraintes, beaucoup de travail, et pourtant ça ne vous pèse pas. Vous me dites, jamais, même si ça me prend des heures à faire une manipulation, à apprendre le geste précis, à aucun moment je trouve ça contraignant. Non, parce qu'en fait, j'y vois pas de contrainte parce que c'est un plaisir. Et tant que ce que vous faites reste un plaisir, vous pouvez passer des heures à contempler une jolie femme.
C'est jamais dérangeant. Et pour la magie, c'était pareil. C'est-à-dire que je voulais maîtriser une passe, une technique, je pouvais passer des heures et puis on s'en rend pas compte. Exemple sur place, là, on peut faire. Vous pouvez nous faire une manipulation qui vous a demandé des heures, des jours, peut-être des mois de travail. Oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, alors je vais le dire sans divulguer quoi que ce soit, ce qu'on appelle un saut de coupe en magie. On a souvent besoin de maîtriser l'endroit où se trouve la carte pour après, voilà, la retrouver dans des endroits improbables, etc. Donc ça, c'est une technique. Je ne vais pas vous l'expliquer, mais si on peut voir avec la caméra au-dessus, voilà, vous voyez. Alors j'ai pris la carte que une de mes filles a signée. Alors je ne sais pas si on la voit, c'est 2 de trèfle, elle est signée, voilà, comme ça. C'est Noémie. Donc il n'y a pas de duplicata, on n'a pas trop le temps de vous montrer, mais c'est vraiment une carte unique. Et cette carte, on va la perdre vraiment quelque part au milieu du jeu. Je ne sais pas si on peut voir ici. Et là, en fait, je tourne le jeu, je fais une petite passe magique, ça c'est le protocole, et la carte, je la contrôle en fait sur le dessus du jeu. C'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est une technique. Si je vous la décortique, mais c'est pas possible que tu fasses ça devant nous. Oui, parce qu'on va maîtriser les angles, on va maîtriser la technique pour arriver à ce résultat. Voilà. Et grâce à cette obstination, parce qu'il faut vraiment être obstiné pour arriver à avoir cette dextérité, vous allez finir par vous faire remarquer par des magiciens. Alors, le premier célèbre qui vous a repéré, si je dis que c'est Gérard Majax, c'est lui. Ça. Oui. On est en quelle année à peu près quand il se dit, tiens, là, il y a un talent? 89, parce qu'il venait passer ses vacances du côté d'Antibes. Vous avez quel âge en 89? Je pense, j'avais 12 ans. Ouais. Et donc, je faisais l'automate dans un des restaurants. Et puis, à la fin, il est venu me voir. Il était vraiment subjugué parce que, à 12 ans, faire un truc pareil, c'était quand même... Et puis, on a discuté un petit peu. Et je crois 2-3 jours après, il faisait l'émission à l'époque 40 degrés à l'ombre. Je ne sais pas si ça... Oui, avec Vincent Perrault qu'on a reçu ici. C'était une grande émission. Il y avait toutes les stars qui passaient là-bas l'été sur les plateaux partout en France. Et donc, il m'a dit, écoute, je fais une émission. Vincent, il va être super content de t'accueillir. Et j'ai fait donc... L'automate, à l'époque, c'était quoi qui vous avez demandé de faire? Oui, moi, je savais faire que ça, on va dire. Donc, pendant 2 minutes, j'étais sur le podium, comme ça, avec une petite partenaire qu'on avait trouvée là, qui était très sympathique. Et j'ai fait mon petit numéro d'automate. On est quelques années plus tard, les années où arrive le temps de la consécration. Consécration à la télé, tout d'abord, avec l'émission d'M6, La France a un incroyable talent. Ils m'ont vite viré quand même. Vous êtes arrivé jusqu'à quel stade? Au stade des demi-finales. Demi-finale quand même. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un producteur et il voulait que je signe un contrat, ce qui est normal d'ailleurs quand vous passez le cap. Ouais. Et en fait, moi, je n'ai pas signé le contrat parce que je voulais que le producteur le lise, etc. Ouais. Quand je suis sorti, il y avait un des assistants qui m'a dit alors, ça s'est bien passé? Je lui ai dit oui, vous avez signé le contrat? J'ai dit non. J'ai dit pourquoi j'aurais dû? Il me dit ah oui. Et ça permet de grimper un petit peu plus loin derrière. Je pense en tout cas, ça n'aide pas à monter. Voilà, après, je ne connais pas, mais on m'a quand même confirmé qu'effectivement, après, ils vous prennent en main, ils font des choses très très bien pour vous, mais je n'ai pas signé le contrat. Je n'aurais peut-être pas passé d'autres étapes, mais voilà. Et on est encore sur un mot, c'était contraignant de se verrouiller avec un contrat. Et vous fuyez toujours la contrainte, parce que vous êtes libre, complètement libre. C'est quoi la sensation quand on est sur un plateau comme ça pour la première fois, où on sait qu'il y a des millions de téléspectateurs derrière? Mais on est un peu tendu, non? Là où je vous renvoie quand même, parce qu'on se vous voit à la antenne, mais on se tutoie dans la vie, parce que pour moi, vous avez été aussi une des personnes qui m'ont donné ma chance. C'est-à-dire que sur Azur TV à l'époque, les premières télés, c'était avec vous, et ça m'a appris à gérer un peu les caméras. Et je vous l'avais dit d'ailleurs, c'est vrai sur une chaîne régionale où en fait tout se fait un petit peu de manière artisanale, quand on se retrouve sur un plateau télé où tout est organisé, finalement ça devient facile, parce qu'on a connu le plus dur. Ce qui est le cas chez nous, parce que vous avez réglé tout à l'heure un tour, et on va voir avec Julien un exemple de ce qui se passe sur le plateau de Illusion, votre spectacle. Il y a Patrick Sébastien aussi qui vous a repéré. Comment il vous a découvert, lui? Alors, c'est Dany Larry. Dany Larry qui m'engage dans un de ses festivals. Et il ne me connaissait pas. En fait, il m'a engagé indirectement. Et la première année, il a vraiment aimé ce que je faisais. Il me dit, il faut vraiment que Patrick voit ton travail. Il a filé les images à Monique Nakachian, qui n'a pas osé les montrer à Patrick, parce que c'était mon tour avec la colombe, où j'ai explosé la colombe, j'ai enlevé la tête. Et en fait, Monique Nakachian, c'est celle qui gérait les numéros pour Patrick Sébastien, qui le présentait. Et donc, elle n'a pas trop voulu. Et Dany n'a pas trop compris. Et l'année d'après, il me dit, non, donne-moi la vidéo, je vais lui filer en direct. Et en fait, Patrick a dit, oui, de suite, sans rien couper.
Et vous avez fait une fois, et une deuxième fois aussi au plus grand cabaret ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu de chance pour le coup, c'est que 2 mois après, il a arrêté l'émission. Ouais. Et je pense que c'était en vue, parce qu'il me l'a dit, après la répète, il m'a dit mais avec ça. Vous auriez pu être un récurrent. Toi, t'es Panacloc sans la marionnette. Tu peux dire ce que tu veux, tout passe. Alors, limite bien. Hein. On va parler d'une personnalité inspirante pour vous. Ouais. Alors, on va passer très vite sur une très connue, et on va passer un tout petit peu de temps sur une beaucoup moins connue, parce que je crois que c'est quelqu'un qui vous touche vraiment. Gad Elmaleh, c'est le premier. Pourquoi Gad Elmaleh ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, moi, je n'ai pas de tempérament à être fan de qui que ce soit. J'ai plus du respect et de l'admiration, on va dire, au sens artistique. Et voilà, pour moi, c'est l'artiste multicarte, c'est l'artiste à part entière. Beaucoup de respect parce que tout ce qu'il a touché, que ce soit le cinéma, que ce soit le one-man show, que ce soit... Je sais qu'il y a une petite polémique il y a quelques temps, mais qui est pour moi injustifiée. Il s'en est bien sorti. Et voilà, un personnage... qui sait faire beaucoup de choses et qui a en plus une philosophie, je trouve, aujourd'hui, qui m'inspire beaucoup, au-delà du phénomène du spectacle. Puis c'est un gros bosseur également. L'autre personnalité inspirante est moins connue. Un prénom, c'est Jacques. Ouais. Jacques, c'est quoi ? C'est le papa de Magie ? C'est le deuxième papa, oui, parce qu'il m'a adopté il m'a adopté au sens... professionnel du terme ? Professionnel du terme et de l'amitié, oui, on se connaissait de l'époque où je faisais l'automate, mais on s'était pas rapprochés. Et quelques années après, on a fait un contrat ensemble et on a dû travailler sur un projet et on a eu un coup de cœur amical extraordinaire. Ce que je voudrais juste préciser, c'est qu'avant Jacques, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, il y a eu Jean-Pierre Valarino qui avait une école à Nice, qui a été primé mondial, qui a été mon premier mentor. Ouais. Après, on s'est un peu séparés. Et Jacques, c'est la bienveillance même, un peu comme vous, c'est-à-dire que pas d'ego. Ouais. En tout cas pas mal placé, donc il m'a tout transmis avec une générosité incroyable. Voilà, c'est celui qui vous donne confiance aussi, Jacques, qui va vous dire, vas-y, prends confiance, parce que vous remettez beaucoup en question. Depuis, il y a eu des boîtes de magie à l'effigie d'Éric Leblond, il y a eu Éric Leblond, le prof de magie de professionnels, à la Maison de la Magie de Blois notamment. Alors j'y suis allé pour suivre un stage, parce qu'il y avait les championnats du monde qui étaient en vue, ça s'est pas fait pour cette saison-là. Mais du coup, ils m'avaient déjà demandé il y a quelques années d'être aussi coach pour l'équipe de France. Et ça me plaît bien aussi. Les deux me plaisent. Ouais. D'être coaché, parce que j'étais agréablement surpris, je tiens à le préciser. Je ne m'attendais pas à ça. Belle structure, avec vraiment une envie encore une fois, de la bienveillance. Et moi, ce que j'ai besoin, et ce que j'ai, c'est la bienveillance. D'avoir ce petit cocon. Et je veux l'être avec les autres aussi. Ouais, une consécration d'être coach dans l'équipe de France. Le but, c'est quoi ? C'est d'emmener des magiciens français au niveau européen, mondial même, c'est ça. Mais bien sûr, c'est une forme d'élévation parce que les personnes sont des artistes, ce sont des techniciens du spectacle, ce sont des amoureux du spectacle qui n'ont que pour but d'élever les artistes de manière à ce qu'ils deviennent indépendants artistiquement, professionnellement. Et voilà, ce que j'aime, c'est cet échange. On voit des personnes que je connais bien. Voilà. Parce que là, sur cet extrait, vous voyez quelqu'un, la personne féminine, c'est Annabelle, qui, et on va le voir dans un extrait d'un reportage qu'on a trouvé dans nos archives, est justement la Maison de la Magie de Blois. Quand elle l'a tentée, et ça y est, aujourd'hui, elle a intégré l'équipe de France. On regarde un extrait de celle que vous coachez aujourd'hui. Regardez. Annabelle, qui propose un émouvant numéro de mentalisme, n'a, elle, pas encore intégré l'équipe. Il lui faudra d'abord remporter un titre au prochain championnat de France, mais avant cela, elle doit réussir à émouvoir le public blésois. Je voudrais vous parler de la mémoire d'un objet en particulier. Enfin, c'est un lieu mythique pour nous. Plusieurs fois, je me suis dit, un jour, je rêve de jouer là. Et voilà, ce soir, j'y suis et c'est très très fort. Ça met peut-être encore plus la pression, je dirais. Illusion, rire, mentalisme, manipulation, l'objectif est atteint pour les athlètes de la magie. Mais aussi pour le public blésois qui, durant 2 heures, a vibré au son des abracadabras. Voilà, donc vous allez la coacher, mais vous avez quand même en tête, vous, un jour, de vous présenter au championnat du monde, parce qu'on en avait parlé dans cette émission. Oui. Alors, c'était pas prévu, mais j'ai fait quelques conférences pour les magiciens. Et à la fin, mais Eric, depuis tant d'années, il faut absolument que tu te présentes. En gros, voilà, pour eux, j'étais assuré de gagner un prix. Et moi, j'ai toujours mis ça, vraiment, encore une fois, c'est des points utiles. Vous ne vous sentiez pas légitime ? Oui, peut-être. Peut-être. Et puis, ils m'ont donné aussi cette confiance et de me dire peut-être que j'ai quelque chose à faire
dans ces congrès internationaux. On va parler de votre actualité parce qu'on pourrait dire énormément de choses sur vous. Vous avez votre spectacle, vous êtes aussi appelé par d'autres pour d'autres spectacles. Par exemple, Illusion. Julien, comment on s'est fait la rencontre et comment il a atterri dans votre spectacle? Parce que c'est vous qui l'avez imaginé, ce spectacle, Julien, avec Patrick Torres? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Patrick Torres, on a déjà travaillé ensemble sur plusieurs spectacles. Donc, on a toujours travaillé ensemble. Avec Alain, le présentateur, monsieur Loyal du spectacle, pareil, on avait le projet de monter un spectacle ensemble. Et on a tous eu un coup de cœur pour Éric Leblanc lorsqu'on a partagé la scène avec lui. Ouais. Et en fait, naturellement, par des discussions, on s'est dit, si on montait quelque chose, tous ensemble, les 4, et ça marche super bien, sur scène et dans les coulisses. Voilà, donc c'est top. Alors, on va regarder le teaser du spectacle pour se mettre dans l'ambiance. Et puis, juste après, promis, vous nous faites un extrait en direct du spectacle avec votre morceau d'hypnothérapie. Avec plaisir. J'allais dire hypnothérapie, non, hypnose de spectacle. Regardez, Illusion, la bande-annonce. Ce sera notamment dans la région le 8 juin à Tourves. Alors, on y va.